Alors nous sommes à la Seudat Odaya de notre ami Shparat El-Kabetz, Yosef, 20 ans après, 23 Tammuz, 25 Tammuz, il y a 20 ans, 20 ans après, il y a un petit garçon qui vient de naître dans la famille, Mazal Tov. La continuation des générations, malgré la sina de Amalek. Donc on va faire un sioux de Odaya. En même temps, je voudrais consacrer ce sioux au petit Yosef Yitzhak Ben Moshe Veora Katan. Ça fait partie du partage du chasse. Alors le Rav Yosef m'a dit de faire en français, donc je fais en français. Alors c'est la Masechet Baba Batra, la plus longue Masechet du chasse. Une Masechet qui parle des différents problèmes d'argent entre les gens. Mara, elle termine en disant Amar Rav Yehuda Mar Shmuel Chanouk vekanu miyado. Il était en train de l'étrangler dans la rue, vekanu miyado, et il a dit tiens, vite, sois mon garant s'il te plaît, fais kinyan. Mishtabed, il te dit bah ça y est, il est garant, il est obligé d'être garant puisqu'il a accepté. Miklal de Arev Be'alma Lo Ba'ekinyan. Parce qu'en vérité, en général, un garant n'a pas besoin de kinyan. Il n'a pas besoin de s'engager par un geste en disant qu'il est garant. Il suffit qu'il signe qu'il est garant, ça suffit. Il n'a pas besoin de soulever le soudard en disant je suis garant. Le fait qu'il soit là, il est le meilleur garant, le meilleur garantie du garant, c'est lui. Alors que là, on trouve un chidouche, c'est qu'en pleine rue, il lui dit je t'en supplie, il est en train de m'étrangler, sois garant pour moi. L'autre il dit d'accord. Et comme il dit d'accord, il dit il s'est engagé. On a bien dit tout à l'heure qu'il y avait un garant qui pouvait se rétracter. Donc même dans tous les cas, même que tu as besoin du garant et qu'il est là et que tu ne lèves pas le soudard, il a quand même le droit de se rétracter. Ça c'est la chita de Rav Nanas. Mais là, la Gemara, elle ne va pas comme lui. Elle va comme l'autre. Elle dit que le garant, il est garant. Ou fliga de Rav Nachman, de Amar Rav Nachman. Il te dit que tout ça, ça va. En discussion avec Rav Nachman, Rav Nachman, qu'est-ce qu'il dit? Arrête de Beddin ou de la Baïkaï Kinyan. Il n'y a que quand le Beddin avec toute sa force, il a décidé qu'un garant soit un garant, alors là, il n'a pas besoin de kinyan parce que c'est évident. Le Beddin l'a nommé, l'a accepté comme garant, donc il n'a pas besoin de dire je prends sur moi d'être garant. Il est garant. Ah, Be'alma, Bae Kinyan. Mais si c'est Be'alma, si c'est dans la rue ou dans une histoire entre un homme et un autre, il y a besoin de kinyan. C'est pour ça que dans les mariages, etc., quand il y a des pilotes qui font le kinyan, des conditions avec kinyan avant le mariage ou au vort, etc. Donc le garant, il soulève le soudard pour dire j'accepte l'engagement. Mais il cheta la halakha est comment? Arev bishat matan maot lo bae kinyan. Il te dit quand le Harev il intervient au moment où on donne l'argent. Donc il est là, il est présent au moment où le prêteur donne l'argent à l'emprunteur, donc le garant de l'emprunteur, il dit il n'a pas besoin de kinyan puisqu'il est là, il dit je signe, mais si jamais cet argent n'est pas rendu, je serai là. D'accord? Mais par contre, une fois que l'autre déjà il a empoché l'argent et il est parti, alors là il dit il faut un kinyan. Il faut un kinyan parce que, comme il a dit Avner, à tout moment,
il pourrait se rétracter en disant non, moi j'ai de la sympathie pour lui, mais j'ai bien réfléchi, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai fait Kinyan, ça y est, vous êtes obligé. Donc, alors, avant l'argent, pas besoin de Kinyan. Après l'argent, on exige un Kinyan parce qu'on a peur qu'il se rétracte. Un rêve de Beit Din, l'obé Kinyan, par contre le garant, quand il s'agit du Beit Din, Beit Mishpat, etc., quand il s'agit d'un organe officiel, pas besoin de Kinyan, c'est sa signature, sa présence suffit largement. Des Be'ahi Anaha, dit Meheman Lei, comme on a dit tout à l'heure, que toute la raison pour laquelle il a prêté l'argent, c'est parce qu'il avait ce garant. Dans le cas où il n'y aurait pas eu de garant, c'est évident qu'il n'aurait jamais prêté l'argent, il n'a pas confiance. Donc là, il te dit, c'est à cause de la confiance qu'il est là, Gamar ou Meshabedle, et donc automatiquement, il s'aliène au prêt qu'il vient de faire, puisque c'est à cause de lui que l'autre a prêté l'argent. Et donc automatiquement, c'est évident qu'il a fait Kinyan, par contre, de l'engagement qu'il a, et il ne peut pas se rétracter, puisque c'est à cause de ça que le prêteur a prêté. Adranalar, get pashut, et Adranalar, Sikale, Masechet Bavavatra, plus grande Masechet du Talmud, que nous avons faite pour la Seudat Odaya, du Rav Yosef, Rabbi Hanania ben Akash Omer. Chaim et Chaim. On se trouve dans une Seudat Odaya de multiples raisons. D'accord. La première, c'est vrai que ça fait 20 ans, on fête les 20 ans de mon sauvetage du Pigoua, du double attentat au Chouk Machane Yehuda. C'est un événement. Shem Sheniskarim Naasim, comme on mentionne les choses se refont, se revivent avec la même intensité. Et en plus de cela, Baruch Hashem, on fête aussi un autre événement. À la suite de cet événement, on a eu le mérite d'avoir et d'assister à la naissance de notre petit-fils, premier petit-fils, qui est né hier. Et c'est pas par hasard, puisqu'il n'y a pas de hasard. À Kol B'Hashgacha Pratit, tout est providence divine. Puisque ce petit-fils vient le premier de mes enfants qui est né après l'attentat. Après l'attentat, j'ai une fille. Elle a grandi, elle s'est mariée. Et hier, elle a eu un garçon. Et donc en fait, c'est le premier petit-fils que Baruch Hashem, nous avons le mérite d'accueillir. Et c'est, comme dit ma femme, c'est la meilleure vengeance, la plus douce vengeance qu'on peut avoir, que de rajouter une neshama supplémentaire après un événement aussi tragédique. Et donc Baruch Hashem, on remercie ce soir Akadosh Baruch Hu, pas simplement pour avoir survécu 20 ans de plus après cet attentat, pas simplement pour dire merci à Akadosh Baruch Hu pour le petit-fils que l'on a reçu, Baruch Hashem, avant-hier, mais pour remercier aussi pour tous les miracles que le bon Dieu nous fait chaque année, tout le temps, à chaque moment, qu'on soit conscient ou pas conscient. D'accord. Et souvent on n'est pas conscient des miracles que Kadosh Baruch Hu nous fait. Et c'est pour ça que je tiens tant à fêter chaque année cette Seudat Odaya, bien que c'est la même histoire qui se répète, mais en vérité chaque année on a chaque année on a de nouveaux miracles à raconter, de nouvelles bonnes nouvelles que Kadosh Baruch Hu nous a accordées tout au long de l'année. Comme on a l'habitude, lors d'une Seuda, une Seudat Odaya, on a l'habitude de raconter l'événement. Et effectivement, il y a 20 ans, dans cet endroit ici, c'est pas pour rien que cette année on a fêté l'événement à la Yeshiva au Gabriel, puisque de là est parti, de là a commencé l'histoire. Il y a 20 ans, eh bien, j'étais ici dans cette salle,
en train d'étudier au Kollel avec les Chevre, les Avrechim, et on venait de finir le shiur de Gemara, qui était le shiur qui était en place à l'époque. Il était 1h de l'après-midi. À 1h ici, c'est l'Afsaka, c'est la pause. C'est à ce moment-là où on prit la tfila de Mincha. Mais pour moi, c'était surtout le moment de Mifsaïm. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je partais tous les jours, par Baruch Hashem, par le srout du Rav, par le mérite aussi le srout du Rabbi et par le mérite du Rav Pitanza, qui est la personne qui tenait les stands de Mifsaïm un peu partout dans la ville. Donc j'étais responsable d'un stand qui était au Chouk Machane Yehuda. Et donc à 1h de l'après-midi, comme chaque jour, donc je partais de la yeshiva, je sortais du kollel pendant ma pause pour aller faire 2 heures de Mifsaïm au Chouk Machane Yehuda. Et lorsque j'arrive au Chouk, c'est un jour ensoleillé comme cet été, qui est très chaud. À 1h de l'après-midi, on arrive, on pose le stand, on commence à mettre les tefilines en place. On dit bonjour aux amis qui sont de part et d'autre, aux gens du chouk, les habitués, les commerçants du chouk. Et tout d'un coup, j'entends un grand boom, sans bien comprendre ce qui se passe. Ça se passait en vérité pas très loin de moi, c'était à une trentaine de mètres, mais dans le chouk fermé. Mon stand est placé dans le chouk ouvert, de telle manière que j'avais pas bien entendu l'explosion, enfin la première explosion. Et pour moi, ça semblait être comme un vacarme habituel, comme il y a dans le chouk des fois. Il y a des fois des bagarres, il y a des fois des établis qui s'effondrent, d'accord, des palettes entières de nourriture qui tombent par terre. Donc il y a souvent des gros bruits. Et des gros booms. Mais là, c'était un boom particulier, c'est vrai. Mais pour moi, c'était un boom un peu différent, mais qui restait dans le cadre des booms du chouk habituel. Et donc j'ai pas tellement réagi, alors que les Israéliens de l'endroit, eux, ont tout de suite réagi. Et ils ont plongé à terre. Et moi j'ai pas bien compris, je vois de la fumée blanche qui sort de la toiture du chouk fermé. Je me dis mais qu'est-ce que c'est? J'ai pas eu le temps de réagir. À ce moment-là, j'assiste à une deuxième explosion. Cette fois-ci, elle n'était pas à 20 mètres, elle n'était pas à 10 mètres. Elle était comme d'ici au bout de la table, à 5 mètres de moi. À ce moment-là, c'est une deuxième explosion où je vois tout noir. D'abord tout rouge, après tout noir, et puis après, coupure d'image et du son. On n'entend plus rien, on ne voit plus rien. Dans ma tête, j'ai pensé que j'étais parti, ça y est. J'ai tout de suite compris que c'était une explosion. Dans mon subconscient conscient, mes yeux sont fermés, en tout cas je vois rien du tout, j'entends plus rien, je ne vois plus rien. Pour moi c'était clair que je remontais là-haut. Et tout d'un coup, la seconde d'après, j'ouvre les yeux, et à ce moment-là, je m'aperçois que je ne suis pas remonté, je suis là. Et bien là, et tellement là que en fait, tout autour de moi, d'accord, j'étais entouré de flammes. Alors pour la blague, je pensais que j'étais arrivé au Guéhénom, moi qui pensais monter au Gan Eden. Non, c'était pas la bonne adresse. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de l'explosion, je me suis retourné. Je ne me suis pas retourné de mon propre fait. D'accord ? D'en haut, on m'a tourné, vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi. Je me suis retrouvé dos au Mechabel, à l'explosion, mais face à un stoyak de vêtements, c'est-à-dire un tourniquet de vêtements, qui a pris feu de l'explosion. Et à ce moment-là, j'étais en train de me débattre contre ce stoyak de vêtements, les mains dans le feu, en train de repousser ce que je pouvais repousser, je ne savais pas quoi repousser d'ailleurs. Et puis je me dégage, je marche en arrière et je me dégage de ce feu. L'état des bras est pas extraordinaire, encore c'était tout carbonisé. Mais grâce à Dieu, j'étais debout, conscient. Et à ce moment-là, je me retourne à l'endroit où je mets les tefilines. La table est à terre, intacte, mais à terre. Et tout le monde par terre. Comme un champ de bataille. 1 minute après l'explosion, un silence de mort, un chipchuto. La première chose que je vois, c'est le Mechabel, le terroriste, coupé en deux. En fait, je vois que la partie supérieure du corps.
ce moment-là, je tourne les yeux immédiatement pour pas être trop choqué. J'avais peur que les gens étaient comme ça. Je ne savais pas que ça allait être le Mechabel. Par la suite, j'allais le savoir. Et je me mets à courir. À courir parce que j'avais compris en une fraction de seconde, j'avais compris que la première explosion c'était un attentat aussi. La deuxième, je viens d'y survivre. Et j'avais peur peut-être d'une troisième. Et j'ai commencé à m'enfuir en sautant au travers des corps tout au long de l'allée du chouk ouvert pour arriver à la rue Yafo où là tout d'un coup le monde reprend vie. Je vois des gens qui bougent, des gens qui crient, qui pleurent. On retourne à la vie. Et je ne savais pas s'il fallait que je m'occupe de moi-même ou alors m'occuper des gens qui étaient par terre. Il y avait d'autres personnes qui étaient dans un état plus grave que moi. Et vous savez, quand vous vivez ce genre d'expérience, il y a une montée d'adrénaline énorme qui fait qu'on n'a pas tellement mal, on ne ressent pas tout de suite les douleurs des brûlures, ni aucune sensation autre que celle d'être en vie. Et à ce moment-là, les gens me regardent, et c'est au regard des gens que je m'aperçois qu'il faut que je m'occupe de moi. Je comprends qu'il faut que je m'occupe de moi. Le chapeau avait volé, les lunettes, je ne sais plus, la barbe taillée par les flammes. J'avais chanté des brûlures, je commençais à sentir des brûlures sur les bras très intenses. En voyant les bras, j'étais assez impressionné. Baruch Hashem, le site est resté intact. Il est caché, il est à la maison. Mais je commençais à sentir des brûlures un peu partout sur le visage, sur les bras. Et les gens me regardaient comme si j'étais un extraterrestre. Je me suis dit, je crois que j'ai l'impression qu'il faut que je m'occupe de moi. Et c'est là qu'une ambulance est arrivée. Je suis monté dans l'ambulance, il y avait des gens dans toutes sortes d'états, chamichement, en plein. Je me suis assis sur. Il y avait tellement de gens dans l'ambulance à déplacer, à transporter à l'hôpital, que je me suis assis sur les marches de l'escalier de l'ambulance. Et c'est comme ça que je suis parti. J'arrive là-bas, aux urgences, à Bicor Cholim, ils me mettent tout de suite en salle d'urgence, ils s'occupent de mes bras, ils me mettent des sortes de gros pansements énormes qui gonflent avec de la vaseline et compagnie. Et je me retrouve en quelques instants dans ma chambre d'hôpital. J'étais quelques secondes après l'événement, quelques minutes après l'événement. Et là, à ce moment-là, je me retrouve tout seul dans ma chambre d'hôpital. Ce que je ne savais pas, c'est qu'au même moment, ma femme, qui travaillait non loin de l'attentat, à l'époque à la rue Pinès, elle a entendu l'explosion. Elle a tellement entendu l'explosion qu'elle a vite compris qu'il s'agissait du chouk et qu'à cette heure-ci, son mari était là-bas. Elle s'est mise à courir au chouk, Machane Yehuda. Elle est arrivée avant les secours, avant la police, elle est arrivée avant tout le monde. Elle est arrivée en vérité au moment de l'explosion, un peu après l'explosion. Et là, elle se dirige vers mon stand, elle ne voit personne. Elle voit que mon stand et une flaque de sang à côté de mon stand. Alors pour elle, c'était certainement la mienne. Pour les autres du show, il y en a, non, t'inquiète pas, il y en a qui ont voulu la rassurer, ne t'inquiète pas, tout va bien. Il doit être certainement sur les toits. L'explosion était tellement forte qu'elle a fait voler en éclats les balcons qu'il y avait au chouk des maisons. Les bastotes qui étaient en acier, elles ont éclaté. Tout était comme un champ de bataille, tout retourné en dessous. Et pour ma femme, l'énigme, où est-ce que mon corps était? Avec l'espoir de retrouver le corps au moins. D'un autre côté, à la yeshiva, ils ont entendu l'explosion. Les Bachurim ont commencé à me rechercher partout, dans tous les hôpitaux. Et puis ils ne m'ont pas trouvé dans les hôpitaux bizarrement. Les lignes téléphoniques se sont coupées pour des raisons de sécurité. Jusqu'à qu'un Bachour arrive dans mon hôpital. Et avant ça, je dois vous dire qu'ils ont cherché partout. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont été même chercher à la mort. Qui ne m'ont pas trouvé aussi là-bas. Jusqu'au moment où un Bachour de la Shiva est arrivé. Il rentre dans la chambre, il dit « Ah, tu es là !» Et il ressort tout de suite. Il a été averti de tout le monde.
Et Baruch Hashem, ma femme aussi a été avertie, on l'a retrouvé, ne vous inquiétez pas, il est à l'hôpital. C'était Amzalag, Ichiel Amzalag. Et à ce moment-là, Baruch Hashem, tout le monde a commencé à affluer, à rentrer dans la chambre d'hôpital où j'étais. Et puis les derniers qui arrivent, c'était ma femme et le Rav Barkatz. Ils sont rentrés. C'était les chutes du Niagara chez le Rav. La première fois que j'ai vu le Rav pleurer autant. J'ai dit ça va, arrêtez, tout va bien, je suis là. Vous savez, quand on vit ce genre d'expérience, on ne se rend pas compte de l'ampleur si on peut dire l'ampleur de l'explosion, l'ampleur du dégât. Et Baruch Hashem, comme le bon Dieu ne fait pas des miracles à moitié, même ma guérison, la guérison des blessures a été extrêmement vite, extrêmement rapide. Les médecins étaient choqués à la vitesse avec laquelle les plaies étaient en train de se remettre, alors que d'autres étaient plus gravement blessés que moi, ou alors avaient aussi des blessures comme les miennes jusqu'au 3e degré. Ils ont eu des greffes et compagnie, et moi, Baruch Hashem, n'a pas eu besoin de greffe. Et puis après quelques jours, on a décidé avec ma femme d'écrire au Rabbi pour lui transmettre que tout va bien. Et le Rabbi me répond par Igorot Kodesh: le berger n'abandonne jamais son troupeau. En aroe ozev son marito. Donc j'avais compris qu'en vérité, moi qui voulais avertir le Rabbi me dit t'inquiète pas, j'étais déjà là-bas. Quand on fait Mifsaïm, quand on fait Mifsaïm pour le Rebbe, alors il faut savoir qu'on prend le Rebbe avec nous. Le Rebbe est déjà avec nous. Plus que ce qu'on nous on est avec lui il est avec nous. Et donc grâce à Dieu, Baruch Hashem, les plaies seront mises tout de suite, très vite. Et c'est vrai qu'à un moment donné, la première fois on m'a autorisé à descendre du lit, parce que les premiers jours j'avais pas le droit de descendre du lit à cause de la faiblesse que le corps ressentait de se remettre des brûlures. Les brûlures, c'est les plaies qui demandent le plus d'énergie. Et bien la première fois que j'ai pu descendre, j'avais eu l'autorisation des médecins de descendre du lit. Je me suis mis à faire chitat. Hommage Télim Tania, à reprendre le chitat. Et tout d'un coup, j'ai eu une envie énorme de voyager chez le Rabbi. Un gagoua. Et ma femme était à côté de moi. Et je lui dis, oh là là, la première chose que je fais dès qu'on sort de l'hôpital, c'est d'aller chez le Rabbi. Et tout d'un coup, au moment où je dis ces mots-là, qui est-ce qui rentre dans la pièce? Le Rav Brunner et sa femme. Le secrétaire personnel du Rebbe. Pour moi, à l'époque, le seul secrétaire, il y en a eu beaucoup des secrétaires du Rebbe, mais le seul que je connaissais à l'époque, c'était le Rav Brunner. Pour moi, c'était la personne qui était tout le temps avec le Rabbi. Celui qu'on voit dans les photos, celui qu'on voit dans les films. Il est toujours à côté du Rabbi pour distribuer le dollar. Tout d'un coup, je le vois rentrer. C'était le Rabbi a lu dans mes pensées. Il m'a envoyé son secrétaire. Incroyable. Une fois de plus. Pourquoi je dis une fois de plus? Parce qu'une fois quand j'étais chez le Rebbe, ça remonte à 25 ans en arrière. On était à Simchat Torah et la veille on avait été à faire Ta'aloucha. Ta'aloucha, c'est-à-dire aller dans les bateknisiot et danser, faire Simchat Torah avec les gens, mettre de la joie dans les synagogues. Et j'étais parti avec un groupe et on dit oui, on va mettre de la joie dans un Bet Midrash, dans un Bet Knesset, pas très loin d'ici. Ah, pas très loin, je viens avec vous. Et on marche un quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure. Je dis, mais dites-moi, vous m'avez dit que c'est pas très loin. Encore, t'inquiète pas, on est bientôt arrivé. 1 heure de marche. Mais une marche, c'est pas marcher doucement. Marche intensive, c'est une marathon presque. 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Après 1 heure et demie de marche, on arrive à l'endroit. Une marche vitesse grand V. On fait la cafote avec les gens de la Bet Knesset, on met la simcha, c'était une synagogue marocaine. On prend les sifrei Torah de la synagogue, on sort dans la cour de la synagogue, c'était une terrasse, une pelouse. Et on danse, on met la simcha, et tout d'un coup, moi je prends le sifrei Torah et je danse aussi. Et tout d'un coup, mon pied se prend dans un trou, clac.
foulure. Je vois les étoiles, mais bien comme il faut. Je maîtrise, je prends le Sefer Torah, je le donne à un baro, et là je me dis qu'est-ce que je fais? Je connais pas l'anglais, 3 mots d'hébreu, comment je vais rentrer? Il y a 1h30 de marche maintenant. Il faut pas que je m'arrête. Avec la douleur, je continue à marcher. Parce que si je m'arrête, le pied va se refroidir, ça va être encore plus douloureux. Et les chèvres disent bon allez on y va, on retourne. Et je m'étais tu, j'avais rien dit, je voulais pas retenir les gens. Moi avec mes douleurs, les étoiles, rien total. 1h30 de retour et je suis là et je prends le rythme. Avec la douleur qui frappe. Comme ça pendant 1h30. Maman, je rentre au 770. Première chose que je vais m'allonger, mettre le pied dans la glace, faire quelque chose. Je me suis endormi, le lendemain matin je me réveille, impossible de mettre le pied au sol. Impossible. Mettre le pied au sol, c'est sauter au plafond. À ce moment-là, j'ai dit comment je vais faire, je suis tout seul, ils sont déjà tous partis à la tefila, il n'y avait plus personne au basement. Je trouve un balai, j'essaye de me tenir sur le balai pour me remettre sur mes pieds. J'ai mis peut-être 3 quarts d'heure pour m'habiller, 2 heures pour sortir. Finalement, j'arrive le soir au 770. On rentre au 770, c'est Tfilat Arvit. C'était à Kafot Shniot. Et je suis avec le pied blessé. Ma mâche blessée, je boitais. Et je dis, mais je suis pas venu là pour rien. Je peux pas rester à l'extérieur du 770, même avec mon pied. Je rentre au 770, je vais faire Tfilat Arvit. Je fais Tfilat Arvit. Et en pensée comme ça, je dis au Rebbe, je suis venu ici pour me remplir, regarde ce qui m'est arrivé, je me suis foulé le pied. Et de Arvit, on continue à Kafot Shniot. Et vous savez, chez le Rebbe, c'est la machine à laver. C'est tellement serré, on est tous comme des sardines, l'un contre l'autre. Et les gens vous poussent. On est tellement poussé et serré qu'il y avait des vapeurs d'eau qui sortaient d'entre les gens. Dès qu'il y avait un peu d'espace entre 2 personnes, une vapeur d'eau montait vers le plafond. Et à ce moment-là, j'ai trouvé une idée. Je me suis dit, je vais me coincer entre 2 personnes, comme ça je reste les pieds en l'air. Les pieds qui ne touchent pas le sol. Et ça a marché. Et j'ai pu comme ça faire la hakafot. Je sors du 770 après la hakafot. Et les copains qui m'attendaient dehors, qui étaient dehors, voilà, comment tu vas, ça va? Ouais, ça va, bon. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ça va bien avec ton pied, ça va mieux? Mon pied, qu'est-ce qu'il a, mon pied? Mon pied. La douleur avait disparu. La douleur avait disparu, le pied était revenu presque comme s'il ne s'était rien passé. Ma mâche, la foulure avait disparu. Je dis waouh, le rabbi il a capté ma pensée, ma mâche capté, il a agi. C'est pour ça que je vous ai dit, quand le Rav Groner est rentré dans la pièce, je dis ouais, le rabbi il a capté encore ma pensée. J'ai eu un gagoua de pouvoir voyager le rabbi après l'attentat. Le secrétaire est rentré. En attendant que je puisse voyager, le secrétaire est rentré. Le Rav Groner. Après Baruch Hashem, effectivement, j'ai pu voyager. Pour vous dire ce que ça veut dire que En Aroé Ozev Son Maritos, le berger n'abandonne pas son troupeau. לחיים, שנזכה לכל הברכות, שפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. תמיד להודות להשם, toujours remercier הקדוש ברוך הוא, תוך שמחה ובטוב לבב, avec un bon cœur, בעזרת השם. לחיים.